Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et la suite de ce 10h midi avec les débats avec Virginie Leguet, journaliste, éditorialiste politique. On vous retrouve sur France TV Info, France Info TV. Absolument. À quelle heure, quel jour? Alors ça dépend des jours et ça dépend des semaines, mais voilà. Geneviève Gotzinger, présidente de l'agence Image avec 2G. Vous êtes spécialiste en communication politique. Jérôme Dubu, bonjour. Membre du pôle idée d'Horizon avec Édouard Philippe. Alors, Édouard Philippe qui n'a pas dit je suis candidat. Quand on lit l'interview du Point, c'est la dernière question en disant s'il devait y avoir des élections, est-ce que vous seriez candidat? Et il a répondu je suis prêt. Donc c'est pas exactement ça veut dire la même chose. Je suis d'accord. Il aurait pu répondre. Ne joue pas sur les mots. Ouais, mais bon, les journalistes aiment bien créer des histoires. C'est de la sémantique. Jonas Haddad, bonjour. Vous êtes avocat. Merci d'être avec nous ce matin. Alors, qui à Matignon, on attend. Est-ce que c'est soluble? Est-ce qu'une solution peut être trouvée? Édouard Philippe, je l'ai dit, candidat à la présidentielle en 2027. L'indemnisation des arrêts de travail des fonctionnaires, c'est une question qui est sur la table. Beaucoup de sujets. Est-ce qu'il faut un délit d'homicide routier avec pas la multiplication, parce qu'il y en a toujours eu, mais en tout cas la prise de conscience de la gravité de ce que peuvent occasionner les délits routiers. On en parle avec vous. On commence avec vos coups de cœur et vos coups de gueule. Virginie, on va commencer avec vous puisqu'on avait un grand journaliste avec nous en la personne de Jean-Jacques Bourdin, et vous vouliez rendre hommage à un autre journaliste. À Alain Duhamel, que j'ai entendu hier interviewé par Apolline de Malherbe et qui annonce que c'est sa dernière saison. Alors je rappelle qu'Alain Duhamel a 84 ans et qu'on pourrait trouver assez normal qu'il annonce sa dernière saison alors qu'il aura, je crois, 85 ans quand interviendra sa dernière saison. Ce qui m'a touché dans sa façon de parler de son métier, parce qu'il a commencé en 1965 et il le dit il est sans détour sur son âge, sur le début de sa carrière, sur rien. C'est que il est toujours aussi enthousiaste, toujours aussi convaincu, passionné. Apolline de Malherbe racontait que quand elle avait fait des émissions avec lui, et ils en ont fait plusieurs, il avait ses notes, il levait la main pour savoir s'il pouvait parler tellement il avait besoin et envie de parler. Et la seule chose que je peux dire, c'est que moi j'ai travaillé avec lui quand j'intervenais à RTL dans l'émission On refait le monde. La première fois, je me suis assise à son fauteuil sans le vouloir. Alors là, ça a été affreux. Tout le monde m'a dit tu peux pas rester là, c'est le fauteuil d'Alain. Donc je crois que j'ai changé de fauteuil, mais à part ça, il a été extrêmement charmant, extrêmement gentil. Il m'a regardé, il me dit voilà, on fait partie des minorités. Moi, je suis vieux, vous êtes une femme. On est les deux minorités de l'émission. Beaucoup d'humour. Et puis franchement, je suis pas toujours d'accord avec ce qu'il dit, mais à la limite, peu importe. Je trouve que si on arrive à rester aussi engagé, mais avec enthousiasme dans un métier qu'on a choisi et qui fait depuis très très longtemps, franchement, c'est admirable. Il a expliqué qu'il fallait qu'il divorce. Soit il disait c'est soit BFM, soit ma femme. Ça fait 10 ans qu'elle réclame que j'arrête, et là j'arrête. Mais voilà. Vous l'avez connu, Geneviève? Je l'ai croisé. Moi, j'adore. Je l'adore. C'est effectivement cet enthousiasme permanent pour la chose publique, pour la politique, pour le journalisme. C'est quelqu'un de merveilleux, de pétillant. Oui, moi j'ai grandi avec lui. Enfin, j'étais un peu plus jeune que lui, donc je l'écoutais quand j'étais ado. Moi, c'était mon prof à Sciences Po. J'ai bien connu. On a gardé des contacts après, etc. C'est un type très intelligent, cultivé, un très bon journaliste, très évidemment. Travailleur. J'ai trouvé que ces 2-3 dernières années, il avait un peu faibli, y compris sur BFM. Voilà, mais c'est mon appréciation personnelle parce que moi je l'ai connu en pleine forme intellectuelle, physique, etc. Voilà. Donc je ne sais pas s'il faut maintenir. Virginie disait oui, c'est formidable, etc. Il faut les non, j'ai dit c'est formidable de garder son enthousiasme. J'ai trouvé que les 2-3 dernières années étaient difficiles. Jonas et le Benjamin de la. Et non pas du Hamel. Non. Non, je vais essayer de résumer ça en une phrase. Si tu fais de ta passion un métier, tu ne travailleras jamais. Absolument. Et on sentait bien qu'il était passionné. Et deuxièmement, je me mets aussi à sa place. Il a beaucoup travaillé. Bien sûr. Et il a vu aussi l'évolution du monde politique. Et j'aimerais bien, si j'étais
en face de lui demander qu'est-ce qu'il pense de l'évolution du monde politique et du niveau des politiques. Ça, on peut te répondre. J'ai une petite idée de la répondre. Et il a vu aussi l'évolution du monde journalistique. Absolument. Et là on voit aussi, bien il aurait aussi des choses à dire. C'est vrai que le mettre sur un plateau de chaîne d'infos, c'est pas le même exercice que de faire des grands débats présidentiels avec des gens qui débattaient à fleurs et mouchetés. Non, absolument. Geneviève, c'est un coup de gueule. Oui, alors moi c'est effectivement un coup de gueule contre le fait qu'il n'y ait pas eu à nouveau cette année de conférence des ambassadeurs. Oui. Alors cette conférence des ambassadeurs, c'était une espèce de grande messe diplomatique qui se tenait tous les ans au mois d'août, à la fin du mois d'août, autour du président de la République. Qui fixait une sorte de feuille de route en fait à l'ensemble de nos diplomates. Et le fait qu'il n'y en ait pas eu, ça participe, je dirais, d'une forme de mise en retrait du corps diplomatique. Vous iriez jusqu'à mépris ? Non, j'irai pas jusqu'à mépris. J'irai pas jusqu'à mépris. Le mot est un peu fort. Mais je dirais de banalisation de cette profession, avec déjà en 2022 la disparition du corps diplomatique qui est désormais intégré dans un corps unique des administrateurs de l'État. Donc déjà ça, c'est une première chose que nos diplomates avaient très mal vécu, puisqu'ils ont une spécificité, un rôle particulier, et je dirais une expertise particulière selon les terrains dans lesquels ils évoluent. Et aussi une expertise. La diplomatie, c'est pas n'importe quoi. C'est arrivé aussi à gérer des crises, dénouer des problèmes entre des États. Donc c'est pas la même chose que être préfet, par exemple. Voilà. Donc ils avaient déjà vraiment mal vécu ça. Alors, il n'y a pas eu de grandes conférences au moment du Covid, évidemment, mais là, cette année, en fait, rien ne justifiait que ça ne se tienne pas. Et je pense que c'est réellement une erreur de la part du président de la République. Ouais. Réaction. Cette année, rien ne se justifie dans la façon dont les choses se passent. Oui, c'est un peu... il ne faut pas prendre le passé comme référence. Non. Mais il ne faut pas oublier non plus que le corps diplomatique a été relativement secoué par le président Macron, et c'en est une nouvelle illustration. Secoué, oui. Bon, c'est très fort, effectivement. Les voies d'accès au corps diplomatique ont été totalement chamboulées. Jérôme, vous, c'est un coup de gueule ? Oui, c'est un coup de gueule sur l'affaire, enfin, ce qui devient une affaire, parce que jusqu'à maintenant, ça ne l'était pas, l'affaire Ibrahim Malouf. Vous savez que le festival du film américain Deauville va s'ouvrir le 6 septembre, donc ce week-end, que le directeur a été limogé cet été. Il était là depuis des années. Alors moi, je rentre pas dans les polémiques. Je sais pas ce qui s'est passé. Est-ce qu'il a abusé d'un certain nombre de gens ? Voilà. Bon, lui, il a été limogé. Il y a une nouvelle directrice qui est arrivée. Et la nouvelle directrice a remis en cause un certain nombre de choses. Elle a remis en cause la présidence de Maïwenn. C'est pas tout à fait juste. Ce sont des discussions qui avaient eu lieu avant qu'elle n'arrive au mois de juin. Maïwenn dit qu'elle était présidente, qu'on lui avait confirmé qu'elle était présidente. Bon. Et puis, il y a eu cette affaire Ibrahim Malouf. Alors, Ibrahim Malouf, moi, j'ai beaucoup d'admiration pour lui. Je trouve que c'est un excellent musicien, un excellent compositeur. Et en plus, sur scène, il est excellent. Mais quel rapport avec des accusations de viol ? Je termine. Pour nos interlocuteurs. On peut être quelqu'un de formidable et avoir fait des choses affreuses. Tout à fait. Il a été mis en cause dans une affaire qui a été jugée, puisque la Cour d'appel l'a relaxé. Non, il y a eu un non-lieu. Il y a eu un non-lieu, c'est un petit peu différent. La Cour d'appel de Paris l'a relaxé. Non. Ça, si, ça, j'en suis absolument persuadé. Et elle l'a relaxé après avoir, il a été effectivement mis en cause dans une affaire avec une élève, parce qu'il donne beaucoup de cours, une élève qui avait 14 ans. Il semblerait qu'il y ait eu un certain nombre de rapports. Alors lui dit que c'était effectivement des rapports qui étaient consentis entre les deux. 14 ans, c'est de la pédophilie quand même, non ? Non, elle est mineure. Cette élève est mineure. La fille 15 ans, dit que non, et donc ça a été jugé. Il y a eu des dizaines et des dizaines d'heures d'audience, il y a eu un examen du dossier extrêmement précis, et on a rendu cette affaire en disant que Ibrahim Malouf était relaxé. Bon. Moi, j'ai toujours eu pour habitude ici, je me souviens de l'affaire Depardieu, on en avait parlé, de ne pas soutenir ceux qui étaient accusés. Et je vais trouver que lors de l'affaire Depardieu, la réaction du président de la République, Emmanuel Macron, avait été insupportable, en disant qu'il représenterait bien la France, etc. Non. La fierté. Voilà. Je crois qu'il a utilisé le mot fierté. Je crois que dans l'affaire Ibrahim Malouf, on est allé un peu loin.
parce que, en réalité, voilà quelqu'un qui est innocenté au regard de la justice, et on est en train d'essayer de lui faire payer. Alors quelque chose, moi je ne sais pas, j'étais pas avec eux, la justice a tranché, on est en train de lui faire payer quelque chose qui vraisemblablement n'a pas été commis. Bon. Alors, donc il a reconnu avoir eu des relations avec cette jeune femme, l'avoir embrassée. Consenti, pas des relations, il l'a embrassée. Moi je trouve, j'entends ce que vous dites, je trouve ça extrêmement dérangeant malgré tout. Donc je trouve que son exclusion, c'était en 2014, 10 ans après, son exclusion d'un jury de cinéma, je trouve que ça va trop loin. Voilà. Pour la première fois, je trouve que je ne défendrai pas l'accusé. Il avait été condamné à 4 mois en première instance et en appel. Absolument. Effectivement, vous avez raison, il avait été relaxé. Je pensais qu'il y avait eu un non-lieu, mais il a reconnu avoir eu ses relations avec cette jeune fille de 14 ans. 14 ans. Oui, d'accord. 14 ans. Donc voilà. Donc je trouve que son exclusion, 10 ans après, si vous voulez, on a une justice qui a donné un résultat, et maintenant c'est une espèce de sanction au fond de la société sociale. Et je trouve que ça va trop loin. Voilà. C'est pour ça que je donne ce coup de gueule. Bon, on l'entend. Merci. On se retrouve dans un instant avec vous. À tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio pour les débats de ce 10h midi, avec aujourd'hui Virginie Leguet, journaliste et éditorialiste politique. On vous retrouve sur France Info TV. Geneviève Gotzinger, spécialiste en communication politique, présidente de l'agence Image. Jérôme Dubu, membre du pôle Idées d'Horizon, et Jonas Haddad, avocat. On va parler évidemment de ce qui se passe à l'Élysée, où on attend la nomination d'un Premier ministre. Tâche très compliquée pour le président de la République. Avec Édouard Philippe qui s'est déclaré candidat à la présidentielle en 2027 ou avant. Comment faut-il comprendre cette déclaration hier? Faut-il revoir l'indemnisation des arrêts de travail des fonctionnaires? Bref, beaucoup de sujets avec vous encore ce matin. Juste de dire que vous aviez raison, il a été relaxé. Ibrahim Malouf en appel, je l'ai dit, mais des auditeurs continuent de... Donc il est innocent. Valérie, vous m'aviez déjà dit que Gérard Depardieu n'avait pas été mis en examen. Il a été mis en examen à plusieurs reprises. Il va être jugé bientôt. Il va être jugé bientôt, mais à l'époque... pour Ibrahim Malouf, il a été relaxé. Au bénéfice Donc du doute. il est innocent. Donc il est innocent. Jonas Haddad, vous, c'est un coup de gueule qui rejoint un peu notre débat. Oui, c'est plutôt un coup de cœur parce que en réalité, l'actualité. C'est pas tout à fait la même chose. Mais vous allez voir parce que ça peut se transformer. C'est la prendre les choses positivement. L'actualité récente a démontré, notamment avec le meurtre, et j'utilise bien le terme de meurtre de la petite Camilla de 7 ans, que les homicides routiers, et j'utilise à dessein ce mot de homicide routier, sont de plus en plus nombreux dans notre pays. Et en fait, le coup de cœur que je veux porter, c'est pour le combat, notamment de Yannick Aleno, le chef, qui se bat pour la reconnaissance de l'homicide routier. Parce que vous savez, aujourd'hui, dans notre droit, il y a l'homicide volontaire. Et puis il y a l'homicide involontaire. Et dans l'entre-deux, eh bien, il n'y avait pas de qualification réelle pour des gens qui décident volontairement de prendre leur voiture, soit de façon alcoolisée, soit de voler une voiture et de rouler sur des personnes. Et quand on a vu ce qui s'est passé avec la petite Camilla, eh bien évidemment, ça a réactivé ce combat qui est porté, notamment à la suite du décès de son fils Antoine, mais qui a déjà été porté à l'Assemblée nationale. Alors justement, il y a une proposition de loi qui a été adoptée par le Sénat et pas encore par Alors voilà, vous avez raison, nationale. c'est qu'on est dans cette difficulté-là. Voilà. C'est que quand souvent on nous dit « Oh, mais la dissolution, ça n'a pas de conséquences », là, en l'occurrence, ça a une conséquence, puisqu'en fait, l'adoption de cette loi, qui, je le rappelle, est une loi transpartisane, qui a dépassé tous les courants politiques, eh bien, cette adoption est bloquée. Et la difficulté, c'est qu'il y a plus de 500 jeunes, et moins jeunes d'ailleurs, qui meurent dans ces circonstances-là. Et donc, il faut vraiment que ça puisse passer rapidement. Je dirais, alors je ne suis pas là pour faire le calendrier législatif, mais en urgence, dès qu'il y aura une nouvelle assemblée qui siégera dans des conditions normales. Parce que, vous savez, et c'est Yannick Aleno qui le disait, être face à un juge d'instruction ou un magistrat qui vous explique que finalement tout ça est involontaire, alors que quelqu'un est totalement alcoolisé, ou alors qui vole une voiture et qui zigzague à contre-courant sur une route, évidemment que ça n'a rien d'involontaire et que évidemment la personne qui conduit dans cet état-là sait qu'il va causer
de la mort et de la misère. Donc mon coup de cœur, il est pour ce combat-là. Mais en même temps, à quoi servent les lois si vous avez, dans le cas du gendarme qui a été assassiné, on peut le dire comme ça, un délit de fuite qui a déjà été... il y a déjà eu 10 délits de fuite, je crois, enfin, où il y a eu déjà 10 infractions routières. Donc la loi, si elle n'est pas appliquée, s'il n'y a pas de condamnation, s'il n'y a pas de choses qui sont mises en place, elle ne sert pas à grand-chose. Vous avez tout à fait raison, mais raison de plus pour créer, je dirais, la boîte à outils. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, la difficulté, c'est qu'il n'y a même pas l'outil nécessaire dans la boîte à outils. Alors après, les magistrats ont une indépendance et ont leur capacité à juger les faits. On l'a dit sur Malouf tout à l'heure, on peut le dire sur d'autres choses, mais au moins donnons-leur l'outil de pouvoir sanctionner ceux qui sèment la mort sur les routes. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit par Jonas. L'affaire du gendarme, elle n'est pas tout à fait équivalente parce que en réalité, lui, l'accusé prétend qu'il n'a pas reconnu, il n'a pas vu, etc. Donc la justice tranchera comme souvent. S'il est effectivement c'est volontaire et qu'il a foncé dans ce gendarme de manière volontaire pour le tuer, ça relève. Alors pour le coup, ça relève d'autre chose que d'un délit de circulation, simple délit de circulation, parce qu'il a tué un représentant de la force de l'ordre, de l'autorité publique. Oui. Et là, dans ce cas-là, c'est la perpétuité imprescriptible. C'est une loi que Meignery avait fait voter en 1994 quand il était garde des Sceaux. Et vous savez combien de gens on a alors ça a été étendu par Sarkozy aux attentats, aux terroristes, etc. Vous savez combien de gens ont été, depuis 1994, condamnés à la perpétuité imprescriptible ? Non. Vous savez ? Non. 8. 8 personnes, dont les 4 terroristes du Bataclan. Voilà. Donc, moi, je veux bien qu'on fasse des lois, qu'on empile les lois, commençons par les appliquer. Déjà. Oui. Et celle-ci, elle est là. Bien donc, ça relève de la perpétuité imprescriptible. Ouais. Tuer quelqu'un des forces de l'ordre. Alors après, la justice est aussi indépendante, donc les magistrats vont décider si la... Et après, il y a des circonstances atténuantes. Voilà. Ok. Mais il n'y a pas d'applicabilité immédiate de l'imprescriptibilité. Donc 4 terroristes, avouez que c'est pas beaucoup. Non, c'est vrai. La problématique de celui qui a tué le gendarme, c'est qu'il avait déjà un casier judiciaire très chargé. Donc c'est là aussi qu'est le problème. Et c'est pardonnez-moi, là c'est pas une attaque du gouvernement, c'est une attaque de notre politique pénale en général. Ouais. C'est que on n'a toujours pas, et je le dis quasiment à chaque émission, changé le fait que Madame Taubira a supprimé les peines planchées. Les peines planchées, c'était fait pour faire en sorte que les multirécidivistes, c'est-à-dire qu'en gros les 10% de personnes les plus dangereuses d'un point de vue criminel, qui commettent 90% des actes, c'est 10-90, eh bien ces personnes-là, elles soient plus facilement sanctionnées lorsqu'il y a des multidélits. Et la réalité, c'est qu'en supprimant cela, Madame Taubira a empêché de sanctionner plus durement des gens qui sont vraiment des dangers pour la société. Et malheureusement, les gouvernements qui ont poursuivis derrière n'ont pas rétabli les peines planchées. Ouais. Et les peines planchées, c'est la bonne solution, en l'occurrence, pour faire en sorte de mettre sous les barreaux des gens qui sont profondément dangereux. On va marquer une pause et puis on va évoquer la situation politique de la France et cette attente avec la nomination d'un Premier ministre. Est-ce que le président de la République peut s'en sortir et trouver la personne idoine qui ne sera pas censurée ? À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Le 10h midi. Mettez-vous d'accord. Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio, nous interrogeons sur le mouton à 5 pattes que doit trouver Emmanuel Macron pour pouvoir nommer un Premier ministre. Bertrand, Cazeneuve, Bertrand, un nobody, un body connu. On est passé par tous les stades. Qui à Matignon ? Et surtout, la question plutôt que qui, c'est comment peut-il trouver effectivement cette personnalité qui ne sera pas censurée immédiatement par l'Assemblée nationale ? Je ne sais pas, Virginie, c'est quand même du jamais vu cette situation. Est-ce que seulement cette personnalité existe ?
enfin, moi je veux bien qu'on joue à ce jeu que d'ailleurs je trouve parfaitement humiliant, qui est de jeter en pâture, parce que c'est l'Élysée qui dit voilà, il y a un tel, puis il y a un tel, puis il y a un tel, de jeter en pâture des personnalités qui parfois n'ont rien demandé. Je pense pas que Bernard Cazeneuve ait dit moi j'aimerais bien aller à Matignon. Il ne s'est pas dérobé, mais il n'a pas été candidat. Je trouve ça parfaitement humiliant de les mettre, comme dit l'Élysée d'ailleurs, c'est un mot qu'ils utilisent, dans l'entonnoir pour voir ce que ça donne, pour après dire non, finalement c'est pas ça, finalement c'est ça, finalement c'est pas ça. Donc déjà ce procédé, je le trouve désagréable, et puis ça dénote une indécision politique qui est folle, parce que Bernard Cazeneuve c'est plutôt la gauche, même si c'est pas une gauche extrême, et Xavier Bertrand c'est plutôt la droite. Quelle est la logique? Alors on sait quoi? C'est le jeu du pendule, on sait plus très bien, on choisit, et puis on dit ah non, mais finalement il y aura pas de possibilité, parce qu'il y aura des gens qui voteront la censure. Il y aura toujours des gens qui vont voter la censure. Sûr. Le NFP a dit nous de toute façon on censurera tout ce qui vient pas de chez nous, donc ils voteront la censure. Il va falloir à un moment ou à un autre qu'Emmanuel Macron se dise bon là il va falloir que je y aille, que je me mouille, que je tranche, et qu'il pense pas que la solution procède de lui, et qu'il donne sa chance au jeu parlementaire, qu'il donne sa chance aux uns ou aux autres. En plus, je trouve qu'il se fait totalement balader par les partis, parce que j'entendais hier le Rassemblement National dire, hier matin, oui, non, Cazeneuve, on ne le censurera pas a priori. Hier soir, ils disaient non, finalement, on va le censurer complètement. Donc, eux-mêmes ont des stratégies qui n'ont rien à voir avec ce que cherche Emmanuel Macron. Et Emmanuel Macron dit, ah bon, alors finalement, ça marche pas. Mais pourquoi Emmanuel Macron pense que la solution doit procéder de lui? Certes, il a décidé d'une dissolution qui lui est revenue en boomerang, mais voilà, maintenant, il faut tout simplement laisser le pays vivre sa vie politique tel que le paysage politique se dessine à l'Assemblée nationale. Donc ça veut dire quoi? Un Premier ministre, nouveau Front Populaire? J'allais dire un Premier ministre tout court. Déjà, au bout de 50 jours, si on a tellement attendu, on a tellement jeté tout le monde comme ça en l'air, que maintenant il faut juste y aller, quoi. Non, pas forcément un Premier ministre du nouveau Front Populaire, encore que la logique aurait été de dire je donne sa chance, puis on verra bien, si ça marche pas, je reprends la main. Et là, il aurait peut-être eu une main plus large. Mais là, il a un jeu tellement étroit à jouer, je vois qu'il n'arrive pas à le jouer. Je trouve que ça affaiblit la fonction présidentielle d'une façon qui est folle. Il y a des femmes de communication, il y a des femmes de communication autour de nous, mais en fait, on peut aussi dire que si ça a beaucoup traîné, c'est parce qu'il y a eu un narratif totalement dingue de la part de la NFP qui n'existait pas. Vous savez, on parle souvent des réalités alternatives et des fake news de Trump. Ces gens-là n'ont jamais gagné les élections législatives. La réalité, c'est que personne n'a gagné. Ils nous ont fait... Jonas, il y a quand même une coalition qui est arrivée en tête. Ils ont plus de députés, que les autres. Mais peu importe, elle est arrivée en tête. Mais non, mais alors dans ce cas-là, vous pouvez contester que les gens soient pas d'accord entre eux. À l'intérieur de Ensemble, il y a des gens qui sont pas d'accord non plus, mais c'est une autre coalition. Alors, pour les auditeurs comprennent, ils ont eu 189 députés. D'accord ? Il en faut 289. Donc il en manque 100. Donc ils ne sont pas en capacité de gouverner. Non, mais ils sont majoritaires malgré tout. Mais c'est pas la capacité de gouverner. C'est-à-dire qu'en gros, ils ont inventé Lucie Castet. On est de l'ordre, je vous dis, de la fake news et de la réalité alternative. Cette dame n'a aucune légitimité démocratique de qui que ce soit. C'est fini. Là. Et sur le coup, Macron a été assez bien intentionné en disant... il faut arrêter la réalité alternative. Et vous savez, hier, je faisais encore une émission avec quelqu'un, et il y avait Aurélien Taché, député NFP, qui dit « Mais il faut absolument Lucie Castet. Il faut que ces gens arrêtent de se bercer d'illusions. » Maintenant, la question qui se pose, c'est où se pose le barycentre de la vie politique française. Pour moi, le barycentre de la vie politique française, aujourd'hui, vous avez... Le bloc macroniste, vous avez le bloc LR et vous avez le bloc Rassemblement National. Donc en réalité, si vous voulez trouver à quoi correspondent les aspirations profondes des Français... Vous oubliez la coalition du nouveau Front Populaire. Je viens d'en parler pendant 5 minutes. Le bloc macroniste, le bloc LR et le bloc Rassemblement National. Je viens d'expliquer pourquoi cette solution avait été écartée. Non, mais il n'empêche que c'est un bloc. Peut-être, mais il n'est pas en capacité de désigner un Premier ministre. Madame Castet aurait... Mais non, Madame Castet aurait été censurée le lendemain matin. Et donc, ce qu'on dit... un certain nombre, notamment à droite, c'est que on ne peut pas laisser le train de la France dérailler comme ça. On est sous procédure à la Commission européenne parce qu'on a un déficit excessif. Il y a des gens qui meurent dans notre pays, comme le gendarme qui a été tué. Il y a des urgences en matière de réforme, je pense notamment à l'éducation puisque c'est la rentrée. Et donc il faut des gens qui puissent porter des politiques qui sont portées par là où est le barycentre de la vie politique, c'est-à-dire à droite. Donc en l'occurrence, le choix d'un certain nombre de personnalités, il est clair. Maintenant, effectivement, comme vous avez raison de le dire, c'est au président de prendre ses responsabilités. Et en tout cas, le groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale et au Sénat, parce qu'il y a 2 chambres pour voter les lois. Ouais. Et eux, ils sont assez alignés pour dire qu'ils ne seront pas... C'est l'Assemblée nationale, c'est pas le Sénat.
Oui, mais il faut bien les passer, les textes. Non, mais la censure n'est jamais au Sénat. Elle est à l'Assemblée nationale. Alors, imaginons, dans la réalité alternative et dans la fable... contre le Sénat. Non, mais dans la fable NFP, il n'aurait eu ni la majorité à l'Assemblée, ni la majorité au Sénat. Et donc, il n'aurait passé aucun texte. Vous racontez une histoire qui ne s'est même pas écrite. Moi, mais qui pourrait s'écrire. Enfin, c'est bien la problématique du président. Moi, il me semble que la faute du Nouveau Populaire, elle n'est pas là du tout. Elle est peut-être dans la lenteur qu'ils ont mise à désigner quelqu'un, puisqu'ils ont mis près de 2 semaines. Qu'est-ce qui se serait passé si dès le lendemain du 2e tour, ils avaient dit, voilà, notre candidat, c'est machin ou machin. Déjà, ça aurait été un peu différent. Et puis, seconde faute immédiate a été celle de Jean-Luc Mélenchon, qui a dit, ça ne sera rien de notre programme, tout notre programme, uniquement de notre programme. C'est vrai qu'avec les députés dont il disposait, c'était déjà inenvisageable. Ce qui montre bien qu'il n'y a pas une coalition de permettre. Ça, c'est une faute politique majeure. Geneviève. Non, mais ils n'ont pas à désigner quelqu'un, pardon. Virginie, c'est pas à eux de désigner un candidat à Matignon. Le Front National avait Jordan Bardella. Mais ça fonctionne. Oui, Jordan Bardella est président du parti. Lucie Castet sort absolument de nulle part. Vous pouvez discuter leur choix, mais ils avaient le droit de proposer quelqu'un. Enfin, c'est pas. Le président de la République n'a pas à se positionner par rapport à un Premier ministre qui serait désigné par une coalition électorale. Enfin, c'est pas ça l'esprit des constitutions. Jonas, vous avez parlé de vérité ou de réalité alternative. Moi, j'ai l'impression qu'il y a 3 vérités alternatives. En fait, chacun est dans son monde et dans sa réalité alternative. Effectivement, le NFP n'a pas gagné les élections législatives. C'est une coalition électorale qui a le plus grand nombre de députés. Mais néanmoins, ils sont très très loin de la majorité absolue, comme vous l'avez dit. Donc, ils sont pas en position de gouverner. Mais Emmanuel Macron est aussi dans une forme de réalité alternative en pensant qu'il peut encore garder la main. En fait, il a complètement perdu la main. Effectivement, grâce à ce côté barrage, etc., son groupe a grosso modo sauvé les meubles et pas revenu totalement laminé comme on l'imaginait à un moment, mais il a perdu la main. Il y a un moment, il va falloir qu'il se rende compte que c'est plus lui qui l'a. Et puis le RN qui finalement est le groupe majoritaire en réalité, et qui lui aussi dans une réalité alternative. On m'a volé ma victoire, mais bon, là encore, si on lui a volé sa victoire, c'est que personne ne veut le voir gouverner. Donc c'est voilà. Maintenant, je pense qu'il faut que Emmanuel Macron arrête de procrastiner parce que là, on devient la risée du monde entier. En fait, regardez ailleurs la manière dont on parle de la France, tout le monde se moque de nous. Donc ça devient. Il est au pied du mur. Enfin, je veux dire, il est face à un mur plutôt. Moi, je pense que ce qu'avait dit Emmanuel Macron, il a mis un peu de temps à le dire, mais bon. Il l'a quand même dit, c'est que personne n'avait gagné et tout le monde avait perdu. Bon, ça, il l'a reconnu. Oui. Donc, y compris la majorité présidentielle. Donc, quand vous faites ce constat-là, c'est difficile d'imposer quelqu'un. C'est difficile d'imposer ses vues. Puisque, au fond, quand vous reconnaissez que tout le monde a perdu, vous pouvez vous-même considérer que, étant maître de la dissolution et ayant appuyé sur le bouton, vous avez perdu aussi. Bon. Donc, c'est une fragilisation très claire. Il ne faut pas l'oublier. Donc dans ces conditions-là, moi je crois que maintenant ça suffit. Il faut plonger dans la piscine, même si l'eau est froide. Il faut désigner quelqu'un le plus rapidement possible. On verra ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Moi, j'entends les déclarations, entre les déclarations des uns et des autres, et ce qui va vraiment se passer le jour du vote d'une motion de censure, c'est pas tout à fait la même chose. On a eu des exemples dans la Ve République qui ont fait qu'il n'y avait pas eu de motion de censure, alors que tout le monde en avait annoncé la couleur. Donc pourquoi il hésite à ce point-là ? Il hésite à ce point-là parce que, d'abord, s'il désigne aujourd'hui quelqu'un, après, son pouvoir disparaît. Il rentre en cohabitation d'une façon ou d'une autre. Il ne peut plus dissoudre avant un an, c'est-à-dire avant le mois de fin juin, début juillet 2025. Donc la dissolution, c'est fini. Son arme de dissolution, c'est fini. Il sait très bien que s'il rentre dans une certaine cohabitation, les pouvoirs du président de la République, sans majorité parlementaire, vont être extrêmement réduits. Il va lui rester, on l'a vu, d'autant qu'il ne se représente pas. On a vu la déclaration d'Édouard Philippe. On est dans une cohabitation de nouveau genre, puisque en 1986, quand il y a eu la cohabitation entre la droite et Mitterrand se représentait. Et quand en 93, il y a eu la cohabitation entre la droite et Mitterrand, il ne se représentait pas Mitterrand. Bon. Donc, si vous voulez, là, on est dans une situation où il n'y a pas de majorité parlementaire, en tout cas pas à l'Assemblée nationale, où le président ne se représente pas, et donc il lui reste très peu d'armes. Donc je conçois qu'il hésite. C'est quasiment l'arme qui lui reste.
la nomination du Premier ministre. Donc, il faut maintenant qu'il choisisse un Premier ministre, que ce Premier ministre se présente devant l'Assemblée nationale, et il se passera ce qui se passera. À engager un certain nombre de réformes, et j'ajoute que au niveau, il me semble, moi c'est l'analyse que je fais depuis le début, depuis le 7 juillet, c'est que il me semble qu'il y a un axe central qui pourrait fonctionner. Alors on n'est pas en majorité absolue, on serait autour de 240-250 députés, c'est-à-dire à peu près le même nombre que ce qu'on a connu depuis 2022-2024 avec Madame Borne. On pourrait fonctionner comme ça. Combien de temps, je n'en sais rien, mais il me semble que s'il y a une majorité qui peut se dégager, c'est celle-là, c'est-à-dire celle de LR, des divers droites, d'un certain nombre de socialistes qui pourraient donner une imprimatur à ce gouvernement, et évidemment le bloc central. Voilà. Ce qui implique de fracturer, ce qui implique quand même de fracturer le nouveau Front populaire, ce qui n'est pas gagné, puisqu'il y a dans 1 an et demi des élections municipales et qu'il va falloir se retrouver sur des logiques plus électoraliste, donc c'est très compliqué de se dissocier aujourd'hui et ensuite de rentrer dans ce type de processus. Moi j'ai l'impression quand même que Emmanuel Macron souhaite une chose, enfin plusieurs choses, c'est qu'un certain nombre de réformes qui à ses yeux étaient fondamentales et qu'il a fait voter et que le bloc central a voté, comme la réforme des retraites, ne soient pas remises en cause. Et voilà, c'est aussi l'un des points de blocage qui l'empêche aujourd'hui de donner un Premier ministre. Il paraît que Bernard Cazeneuve a donné son accord à ne pas la remettre en cause. Est-ce qu'il la gèlerait? Est-ce qu'il la modifierait? Mais il ne la remettrait pas en cause, et Xavier Bertrand non plus. Donc il y a un moment, et puis pardon de le rappeler, mais on ne peut pas à la fois dire tout le monde a perdu, y compris lui, et puis fixer les règles du jeu indéfiniment. On est complètement d'accord. Je suis dans l'explication, pas dans la justification. Oui, mais il faut lâcher. Il y a une sortie par le haut, il y a une sortie aussi par le haut qui est envisageable, c'est que quand vous regardez ce qui se passe dans les exécutifs locaux, que ce soit les régions ou le département, on arrive assez bien à trouver des majorités qui sont faites de gens qui ne pensent pas de la même façon. Et c'est plusieurs personnes, notamment personnalités de droite, qui ont insisté là-dessus, c'est de dire donnons aussi, essayons de changer la focale, de ne pas rester totalement sur l'Assemblée, d'essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire au niveau des régions, qu'est-ce qu'on peut faire au niveau des maires. Regardez, David Lisnard a dit très clairement, là il y a quelques jours, que lui, il ne voulait pas se dérober à l'intérêt national. Vous parlez, et on parle tous collectivement beaucoup de Xavier Bertrand, qui dans sa région a réussi à embarquer des gens qui sont de sensibilités différentes. Voilà des gens qui arrivent globalement à constituer des choses qui sont au-delà des majorités parlementaires. Parce que le Parlement, c'est souvent un théâtre. Enfin, c'est au Parlement que tout va se passer. Vous pouvez raconter les choses comme vous voulez, mais tout va... Oui, mais il faut trouver des gens qui sont des artisans de coalition. Sinon, on va pas... En tout cas, maintenant, il faut prendre une décision. Je crois que les gens en ont assez. On peut tourner en rond indéfiniment. On a eu l'effet Jeux Olympiques qui a masqué un peu tout ça parce que ça a été plutôt réussi. Mais maintenant, c'est fini. Enfin, on est le début septembre. Il y a la rentrée des classes. Il y a un certain nombre de choses à faire. Il y a le projet de loi de finances qui n'attendra pas, bien évidemment, puisque Jonas l'a rappelé, il y a effectivement une mise sous accusation de l'Union européenne. Le déficit excessif. Déficit excessif. Donc tout ceci fait que maintenant il faut avancer. Allez. Il faut avancer. Ben, avançons. C'est la pub. On va parler justement d'Édouard Philippe. Est-ce qu'il anticipe, certains y voient cela, une démission d'Emmanuel Macron empêché de gouverner? À tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. On est ensemble avec vous jusqu'à midi pour commenter l'actualité. Parlons d'Édouard Philippe, candidat à la présidentielle en 2027 ou avant. Comment vous interprétez cette sortie? Certains ont dit il est un peu fou de faire ça maintenant. Non, je pense pas qu'il soit fou. D'ailleurs, s'il était fou, il serait pas candidat à la présidentielle par définition. Ou alors il faut un diagnostic. Ou alors si, il faut être fou pour y aller. Voilà. Non. Je pense qu'il a dû, à mon avis, bien réfléchir et dire que au fond, l'ambiguïté n'était absolument plus de mise, que précisément les Français demandaient un certain nombre de clarifications, que ce n'était pas la peine de tourner autour du pot et que autant annoncer lui-même qu'il était candidat à la présidence de la République. Alors j'ai lu comme vous, Valérie, ce qu'il disait exactement dans le point. Bon, non, il est candidat à la présidence de la République. Il s'engage très clairement. Il a des équipes pour ça.
tout est mis en place, un parti politique, et donc il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Donc les choses sont claires. Voilà. De ce point de vue-là, en tout cas, les choses sont claires. Il y a eu un tweet qui m'a fait rire hier. Quelqu'un disait, c'est dans 3 ans, on dirait les vieilles qui se lèvent dans le train à Angers pour sortir à Paris. Non, mais il anticipe le fait que ça arrive peut-être plutôt que dans 3 ans. Est-ce que c'est possible ? Bien sûr. Ah bah oui, c'est tout à fait possible. Emmanuel Macron peut parfaitement démissionner. Oui. Ah bah si. Comment non ? Mais rien n'y obligerait. Hein. Non, rien ne l'oblige. Ça peut être la catastrophe jusqu'en 2027, rien ne l'oblige à démissionner. Oui, mais regardez par exemple, si au bout d'1 an, là, c'est-à-dire en juin 2025, même moins d'1 an, ils se redécidaient à dissoudre parce qu'ils n'arrivent pas à trouver de majorité qui soit cohérente et que dans ces cas-là, il y a un nouveau blocage, je ne vois pas comment il se repaye quelques années d'instabilité. Mais rien ne dit qu'il va dissoudre, rien ne dit qu'il ne laissera pas le chemin parlementaire se faire avec des projets à minima qui seront présentés par une coalition qui comprendra qu'il y a des voies de passage et là où il n'y en a pas. Mais ça veut dire que lui qui veut laisser un héritage, vous imaginez ? Et c'est l'héritage, ce sera l'héritage de la bordélisation de la vie politique. La majorité a perdu les élections européennes. La majorité a perdu les élections législatives. S'il y a une dissolution dans 1 an, même si c'est pas le président, que la majorité, enfin l'ex-majorité, mais qui serait encore dans une partie de la majorité, enfin bref, tout ça est assez fou. Repère encore une fois. Moi, je vois pas quelle est la solution. Hein. Honnêtement, je vois pas quelle est l'autre solution. Que dissoudre, que démissionner. Bah oui. Non, moi je la vois pas non plus. Moi, je suis pas simplement sûre que sa démission à ce moment-là ne résoudrait rien puisque utilisée à toute vitesse. J'en suis pas sûre. Ça sera l'intérêt de personne. Il faudra bien gouverner. Il faudra bien prendre des décisions. Dès qu'on aura un problème important, dès qu'on aura un projet de loi important. Mais il y aura pas de projet de loi important. C'est ça que je suis en train d'imaginer moi. Le 31 octobre, il y a la niche parlementaire du Rassemblement national qui présente la fin de la retraite à 64 ans. C'est un projet important. Oui, et donc vous pensez par exemple que le nouveau Front Populaire va adopter un texte du Rassemblement national. Oui, ça. Je pense pas. Je pense que l'inverse est possible, mais pas dans ce sens-là. C'est pas tout à fait pareil que quand c'est eux qui proposent et qu'ils disent. Oui, c'est pas tout à fait pareil. Qu'est-ce que vous en pensez, Jonas, de la démission Moi, je pense qu'en fait, paradoxalement, ce qu'a fait Édouard Philippe a ouvert ce qu'on appelle une fenêtre d'Overton en communication. C'est-à-dire qu'en gros, ce qui était devenu impossible, en fait, le devient. Et ce qui était tabou ne l'est plus. Et donc maintenant, dans les dîners en ville, sur les plateaux télé, on va évoquer cette éventualité. Cette possibilité, et ça fera partie maintenant de l'équation globale. Et le maître des horloges qui est Emmanuel Macron aura aussi cette épée de Damoclès finale en disant peut-être à un moment je démissionnerai. Est-ce qu'il s'en servira à l'occasion d'un référendum ou pas dans un réflexe gaulliste, je n'en sais rien. Mais en tout cas, ça ouvre le champ des possibles et un tabou à sauter avec cette intervention d'Édouard Philippe. Et pendant ce temps-là, on ne parle pas de programme non plus. On ne parle pas de la France, on ne parle pas de est-ce que le verre n'était pas dans le fruit depuis le début du quinquennat? Emmanuel Macron n'a pas fait campagne pour sa réélection. Non. Il n'a pas fixé lui-même ce qu'il attendait de son deuxième quinquennat. On flotte complètement depuis 2 ans. Il a eu une première majorité relative qui était plus confortable que celle qu'il a maintenant. Mais là, on voit bien que... là, il n'en a pas. Même hésiter entre Xavier Bertrand et Bernard Cazeneuve montre bien que je ne sais pas ce qu'il veut, je ne sais pas ce qu'il cherche. L'erreur fondamentale, mais moi je l'ai dit à plusieurs reprises, a été de ne pas essayer de conclure un accord en 2022 à la suite des élections législatives où il a eu une majorité relative mais pas de majorité absolue. Exactement. De conclure un accord avec LR. Bon, alors LR ne voulait pas, lui non plus ne voulait pas, personne n'en voulait. Ça a été une erreur fondamentale. Je suis persuadé qu'on pouvait s'entendre et à la fois sur le programme et à la fois sur l'organisation des élections futures. Mais Jérôme, vous savez que quand le président... Alors c'était Monsieur Ciotti qui était le feu Ciotti qui a quitté LR, bien sûr maintenant, qui voulait surtout pas parce qu'il devait avoir... Qui est toujours président de LR. Oui, toujours président. C'est absolument dingue. Bon, on a un parti avec un président qui est parti, et il est toujours président. La justice n'a pas tranché. Elle va bientôt le faire. Bon, mais à l'époque c'était pas comme ça. Je crois que c'est le 12 ou le 14 octobre. Et vous n'allez pas me faire croire qu'on ne pouvait pas trouver une dizaine d'idées et d'axes de travail pour un gouvernement de coalition à l'époque. Si, mais on a un président qui se conçoit objectivement comme Jupiter, d'abord, donc c'était à lui de prendre la main, et deuxièmement, qui, en capacité de séduction, a démontré son talent. Ouais. C'est-à-dire que s'il voulait vraiment s'y coller pour trouver un accord avec les LR à l'époque, il aurait pu le faire, de même qu'aujourd'hui, je le redis, s'il était vraiment profondément décidé à trouver un accord avec LR, en poussant, on a parlé tout à l'heure de Xavier Bertrand,
les choses se feraient assez rapidement. Mais à un moment, il faut... Là, maintenant, ça ne suffirait plus du tout. Hein. Oui, mais au moins, vous auriez une base programmatique. Ouais. Voilà. Mais qui serait adopté par qui? Enfin, il n'a jamais fonctionné. Parce que M. Wauquiez nous a dit je mets 13 idées sur la table, mais surtout, je ne vais pas au gouvernement. Non, mais même, même Laurent Wauquiez et Bruno Retailleau ont dit hier que si c'était Xavier Bertrand, il ne censurerait pas. Il le soutiendrait. Encore heureux, il est de leur camp. Mais encore heureux, il est LR. Mais c'est ça le sujet. Le sujet, c'est la non-censure. Mais ils ne vont pas censurer un des leurs. Le sujet, c'est la non-censure. Si, il est revenu à LR. Il est revenu chez LR au moment des primaires pour la présidentielle. Que ce soit le grand amour non plus. Non, mais enfin, il est membre du parti. Ils ne vont pas censurer un membre de leur parti. Enfin, il y a un moment où il faut quand même un minimum de logique. Non, mais après, pardon, pour revenir à votre question initiale, la stratégie d'Emmanuel Macron depuis le début, c'est pas de conclure un accord de gouvernement avec un parti, c'est d'exploser le jeu de politique et fracturer tous les partis. Donc il a procédé, oui, mais il a procédé en 2022 comme il a procédé en 2017, c'est-à-dire par du débauchage. Voilà. Alors donc cette fois-ci, je fais venir Rachida Dati. C'était une erreur. C'est une erreur depuis le début, mais c'est le fondement même du macronisme. C'est-à-dire quand on a une majorité relative, on change de cap. Oui, mais il faut s'adapter. Il ne fonctionne que comme ça. Il voulait laisser sa marque dans l'histoire en ayant explosé le jeu politique. Il l'a explosé, ça a fonctionné 5 ans. Il a explosé ça sa famille politique. Il a perdu 100 députés à peu près. Attendez, je termine. En 2022 et 70 en 2024. Donc c'est sa propre famille qui finit par être explosée. Mais bien sûr. Oui, les natifs du macronisme ont tous disparu. Vous regardez les Castaner, les Griveaux, les Ferrand. Tout le monde, il n'y a plus, ça n'existe plus. C'est-à-dire qu'en fait, en gros. Oui, mais ça, c'est la loi de la politique. Mais non, mais l'erreur majeure, c'est 2022. Voilà. On n'en serait pas là aujourd'hui, c'est clair. Non, on n'en serait pas là, mais je reviens aussi à ce que j'évoquais, c'est-à-dire la situation de la France. C'est-à-dire qu'on n'a pas l'air de se rendre compte qu'on est dans une situation catastrophique. Hier soir, je voyais François Langlais sur LCI qui donnait les chiffres, non pas en pourcentage, mais en chiffres sur la façon dont est géré le budget de la France. Donc le déficit, l'État dépense 453 milliards d'euros quand il perçoit 311 milliards d'euros. Donc le déficit à emprunter est de 142 milliards. Donc il y a un moment où Premier ministre, pas Premier ministre, on est là aussi face à une situation terrible. On a eu un déficit largement supérieur. On était à 156 milliards en 2023. Ouais. Là, ça s'annonce encore pire, puisqu'on serait à 5,6 de déficit du PIB, mais le PIB a augmenté, donc on sera à plus de 160 milliards pour 2024. Il y a eu un gel de crédit, mais ça n'est qu'un gel. C'est-à-dire que pendant le projet de loi de finances, on peut dégeler tout ça en fonction de la majorité qui sera peut-être à même de mettre en place cette loi de finances. Mais la situation est mauvaise. La situation des finances est mauvaise, c'est clair. Mais c'est aussi une marque, je peux le dire, d'arrogance, puisque vous savez, hier, les maires de France ont sorti un communiqué de presse, parce qu'en fait, ce déficit, le ministre des Finances l'a mis sur le dos des collectivités territoriales. Pour partie. Voilà, ouais. Donc je voulais à un moment, la marque aussi parfois du macronisme, c'est de ne jamais se remettre en cause et d'essayer de remettre ça là-dessus. Vraiment, je vous invite à regarder ce qui a été dit, tout est de la faute des collectivités. Non, il a dit qu'il y avait environ une vingtaine de milliards qui relevaient des déficits des collectivités locales parce qu'elles sont réintégrées dans le déficit public. Mais quand on communique là-dessus majoritairement, alors que structurellement notre pays est en déficit et que c'est les résultats de cette année de gouvernance, c'est quand même fort de café. Non, mais c'est vrai que c'est toute petite partie de l'explication du déficit, tu as raison. Ouais. On va marquer une pause, on se retrouve dans un instant, on va évoquer d'autres sujets, peut-être parler, même s'il n'y a pas grand-chose à dire à part l'horreur de ce procès qui est en train de se tenir, le procès de Dominique Pellicot, violé par une cinquantaine d'hommes, voire plus, alors que son mari la droguait. On va y revenir dans un instant. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Oui, je voulais que nous disions quelques mots tout de même de ce procès hors norme, on peut le dire, de Dominique Pellicot qui a drogué sa femme pendant plus de 10 ans. Il lui administrait des Temesta, enfin des somnifères dans son repas le soir.
et sur un site de rencontre, il proposait sa femme endormie à des individus. Ce qui est fascinant quand on lit cette histoire, c'est que ce sont des hommes de toutes catégories sociales, des profs, des journalistes, des ouvriers, de tous âges. Il y en a 50 qui comparaissent. C'est un procès qui va durer pendant 3 mois. Alors effectivement, il n'y a pas de débat, mais il y a quand même des interrogations sur le fait qu'elle ne se soit rendue compte de rien, qu'elle ait eu des maladies sexuellement transmissibles, que ses enfants remarquaient qu'elle s'endormait, qu'elle avait un comportement un peu amorphe. Et c'est l'horreur quand même de découvrir une chose comme celle-là. Moi, j'ai trouvé assez courageux qu'elle refuse le huis clos. Ouais. Et apparemment, ça n'a pas été acquis tout de suite. Il y a eu une bagarre un peu entre les avocats, évidemment, les avocats des présumés violeurs, disant ah mais mon client a le droit à je sais pas à l'anonymat, à l'intimité. Alors oui, certainement, mais enfin bon, finalement, le huis clos a été refusé et j'ai trouvé courageux qu'elle-même y tienne et accepte de se montrer à visage découvert. Les enfants sont là parce que c'est pas très agréable ce qui va se passer. On va voir les vidéos, certaines, ça va durer quand même pendant des semaines. Toute sa vie va être déballée, une vie dont elle ignore en partie d'ailleurs la réalité, j'imagine, parce que je suis pas sûre qu'elle ait vu toutes ces vidéos. Non. Elle a eu un malaise hier. Ça va être dur pour elle, franchement. Ouais. Mais donc ça parle du voile lever le voile de la soumission chimique. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, en tant qu'avocat? Ça pose vraiment la question aussi de la responsabilité de chacun des violeurs. En tout cas, présumés violeurs. Présumés, parce que quelle est la responsabilité de quelqu'un à qui on explique que c'est un jeu sexuel ou à qui on explique que c'est elle-même, mais qui voit une femme qui est inerte et qui pénètre dans un domicile qui n'est pas le sien. Ouais, et à qui on demande de se déshabiller, de ne pas fumer, de laisser les vêtements, pas mettre de parfum, de ne pas de se couper les ongles pour ne pas la griffer. Donc il y avait quand même d'avoir les mains tièdes. Oui, les mains tièdes pour ne pas la révéler. Ouais. Donc il y a quand même un faisceau, comme on dit. Voilà, c'est la marque d'un processus qui est terrible et en fait de gens qui sont passés de l'autre côté de l'humanité. D'un autre côté, je vais même vous dire autre chose. Je pense à elle, c'est-à-dire que je sais pas quel âge elle a, elle doit avoir une grosse cinquantaine, mais c'est-à-dire que les années postérieures de sa vie sont aussi foutues. C'est-à-dire que toute sa vie est foutue. Ouais. Toute sa vie est foutue, et c'est pour ça que, alors, je suis pas son avocat et je suis pas non plus l'avocat des prévenus, mais la moindre des choses serait d'avoir un peu de dignité dans les propos de certains de nos confrères, parce que même s'ils défendent leurs clients, et c'est un peu normal, j'ai entendu des choses un peu fantaisistes quand même. Dire mon client n'y est pour rien, il savait même pas. Enfin, quand vous allez voir une femme inerte, il faut un peu de délicatesse comme nous y oblige notre métier. Ça va être très compliqué d'être avocat. Ça va être, ça va être vraiment extrêmement compliqué d'être avocat dans ce type de situation. Mais tout le monde a le droit à une défense, évidemment, mais il y en a un qui a dit c'est pas moi, c'était mon sosie. C'est quand même lamentable. Mais la réalité, c'est qu'en fait, vous n'avez aucune preuve, si ce n'est les preuves vidéo qui sont contenues par le mari et qui, en fait, de facto. Et alors, on va se poser la question de savoir est-ce qu'il était le complice ou l'instigateur? Parce qu'au moment du viol, lorsque la personne a pénétré cette femme inerte, est-ce que le mari était un complice qui facilitait parfois, je crois qu'il aidait les présumés violeurs à faire l'acte auquel ils ne parvenaient pas. De ce que j'ai lu, j'ai lu tout ce que j'ai pu lire sur cette affaire. Et donc ça veut dire que ça va être plus qu'un... Est-ce qu'il y a une bande organisée ou pas? Parce que peut-être qu'il y a certains qui revenaient plusieurs fois. Oui, 6 ou 7 fois pour certains. Voilà, donc en fait c'est ça qui va déterminer, et c'est là le travail de la justice qui est à la fois terrifiant parce qu'ils vont devoir analyser tous les faits et aussi formidable, c'est que chacun des violeurs présumés sera condamné en fonction des circonstances de ce qu'il a fait. Oui, moi il y a une chose qui m'a beaucoup frappée dans les récits des premières journées qui ont été faits par les journalistes qui assistent à ce procès, c'est que les présumés violeurs, on les appellera comme ça, sont arrivés, mais comme une bande. Ils sont tapés dans le dos, ils se sont dit bonjour. Alors là, on se dit, mais est-ce que quelqu'un se rend compte de la gravité des faits qu'ils s'ils se disent innocents, ils se tapent dans le dos, oui, ça paraît assez logique. Tout ça doit être organisé par la défense. Ils sont tous si eux là pour les mêmes raisons. Se pensent innocents et prétendent qu'ils sont innocents, leur défilé, comme vous dites, en bande devant le... J'ai dit qu'ils avaient l'air de ça, c'est dire pas très bonjour. Étonnant. Moi, ce qui me frappe, c'est quand même que, effectivement, il y a quand même 50, je sais pas, une cinquantaine, 51, je crois, qui se soient
prêter à ça. Enfin, alors lui, le mari, bon, il est complètement déviant. Je sais pas s'il est malade ou pas, j'en sais rien. Mais bon, psychologiquement, il a l'air totalement déviant. Les 50 ou 60 autres, ça en dit long sur l'état de la société. Enfin, comment est-ce qu'on peut faire ça ? Comment ? Enfin, c'est complètement hallucinant. Et autant de... hallucinant. Autant... Moi, ça me dépasse complètement. Je suis peut-être naïf sur l'état de déliquescence de notre société, mais je trouve ça hallucinant. Mais parce que chacun, en fait, a une vision extrêmement individualiste, donc chacun se satisfaisait de cette situation, faisait son affaire avec une dame qui était inerte, mais en fait, vous vous rendez compte que c'est un système. Et c'est vraiment les ressorts de la banalité du mal. C'est-à-dire qu'en gros, chacun pense qu'il ne fait qu'un acte qui est isolé, même s'il est gravissime, et en fait, vous mettez ça bout à bout, et vous détruisez la vie entière de gens. Même cet acte, si vous prenez l'acte tout seul, c'est-à-dire allez... Non, mais on ne sait pas si le mari n'a pas menti en disant c'est un jeu, on n'en sait rien. Non, mais même, allez, c'est un jeu entre nous. Et en plus, avec tout un tas de petites mesures avant. Bien sûr. Faire l'amour à quelqu'un qui n'a aucune réaction, parce que déjà ça, pardonnez-moi, c'est déjà l'acte en lui-même qui est extrêmement et de gens apparemment problématique. Ordinaires, insérés dans la société, le garagiste, pas du tout des gens hors société, délinquants. Il faut avoir des fantasmes des gens extrêmement totalement intégrés dans la particuliers. société. Enfin, et 60, enfin. Elle dit la victime, vous vous rendez compte s'il y avait eu tout ce bruit avant, parce qu'elle a demandé à ce que ce ne soit pas à huis clos. Exactement. Elle dit, j'aurais peut-être pu mettre à mon calvaire bien avant ces 10 ans, ces signes existaient chez moi sur la soumission chimique, puisque la soumission chimique existe. Il y a 2 députés, enfin il y a une députée en particulier qui s'est emparée du sujet très compliqué, j'imagine, d'un point de vue juridique à traiter. En fait, c'est compliqué parce qu'il faut déterminer qui a mis la substance dans le verre. Ouais. Si vous avez des problèmes chroniques, par exemple d'insomnie, comment va-t-on déterminer si c'est vous qui avez mis le Temesta ou le médicament en question, ou si c'est quelqu'un d'autre qui vous l'a mis? De la même façon, vous savez, dans les festivals, parfois... c'est le mari, je crois. Oui, mais il n'y a pas trop de doute là-dessus. Dans ce cas-là, il y a pas de problème. L'exemple des festivals. Dans les festivals, il y a pas mal de gens qui consomment des drogues, et en fait, la question se pose de savoir s'il y a un acte de cet ordre-là. Est-ce que les personnes l'ont pris de façon consentante ou est-ce qu'on les a forcés à prendre de la drogue parce qu'elles étaient déjà, par exemple, déjà alcoolisées? Et en fait, va se poser la question de qui a mis... en l'occurrence, la drogue est une arme. Donc, qui a mis la drogue? Est-ce que c'était un commanditaire ou est-ce que la personne l'a consommé de façon... Est-ce qu'elle s'est auto-soumise chimiquement? C'est une vraie question. Voilà. Et le fait que ce ne soit pas à huis clos, oui, ça exprime aussi la force. Parce que le courage, ça impliquerait... Le courage, toujours avec le mot plus mesuré, parce que ça veut dire que celles qui ne le font pas ne sont pas courageuses. C'est du courage, mais c'est aussi de la force. C'est une forme de dignité aussi, paradoxalement. L'image qu'on va renvoyer de quelqu'un qui a été violé pendant 10 ans par une cinquantaine de personnes, il faut pouvoir l'affronter, ça. Je trouve que c'est d'une grande dignité, en fait, paradoxalement. Oui, je suis d'accord avec vous. Et sa fille aussi est d'une grande dignité. Ouais. Je voudrais juste, on en a un petit peu parlé hier, mais parler de la situation en Afghanistan. Alors, des femmes afghanes, et cette jeune femme qui était invitée ce matin chez nos confrères de France Info, Marzieh Hamidi, qui est taïkwondiste afghane, qui est réfugiée en France et qui est menacée de mort pour avoir dénoncé les talibans. On accepte ça, on accepte que des femmes soient emmurée vivante en Afghanistan. Moi, je suis révolté par cette affaire d'Afghanistan. Je me souviens très bien, lorsque les talibans sont revenus, une certaine presse et un certain nombre d'hommes politiques nous ont dit « Oh là là, mais vous inquiétez pas, c'est pas les mêmes. C'est pas très grave, ils ont changé, ils se sont améliorés, ils ont abandonné toute leur haine anti-femme, toute leur haine de la société occidentale, etc. » Et voilà qu'aujourd'hui, on découvre par une naïveté invraisemblable dont l'Occident est d'ailleurs très courante, il faut bien le dire, que finalement ce sont les mêmes. Si, c'est de la naïveté. C'est du déni. Non, c'est pas de la naïveté. C'était aussi de la naïveté. C'est une démission. Il y a une forme de complicité. Je termine juste 30 secondes. Un certain nombre de gens qui nous ont dit n'importe quoi. Et à chaque fois, on a droit à ça. Là, la situation aujourd'hui, elle est dramatique là-bas, mais elle est dramatique en France aussi. On voit le témoignage de cette femme. Et il y a aussi, quelqu'un m'a envoyé ce message sur une plateforme d'aide aux exilés. J'ai besoin de conseils pour aider, peut-être que vous pourrez aider, Jonas Haddad, une jeune Afghane de 13 ans arrivée en France avec sa famille il y a quelques années, qui vit des moments compliqués. Elle veut faire du sport, ils le lui interdisent parce que c'est une fille, donc c'est mal. Elle doit porter le voile alors qu'elle ne le veut pas. Et ils ont peur
peur du jugement des autres. Et cette jeune fille est en danger aujourd'hui. Et ils ne savent pas quoi faire. Et là, cette jeune femme, cette taekwondiste, est menacée de mort et menacée de viol. C'est dramatique. Il y a deux choses. D'abord, on se rend bien compte que, et bravo à vous d'avoir sorti cette information, c'est que c'est assez peu évoqué dans le féminisme occidental. Absolument. Comme le dit très bien Jérôme, même pire. Parce que Madame Rousseau, Sandrine, essaye ces derniers temps d'amenuiser son image. Je rappelle ses propos. Elle a dit, face caméra, dans un direct, qu'elle voulait accueillir davantage d'Afghans, même si c'était des talibans, pour pouvoir les contrôler lorsqu'ils seraient sur notre territoire, plutôt que sur le territoire afghan. Vous pouvez aller chercher sur Internet, ce que j'ai est absolument vrai. Donc par amour exotique de l'étranger, ces personnes-là considèrent que la condition des femmes peut être reléguée alors qu'elles se disent elles-mêmes les plus féministes de tout le champ politique, ce qui est hallucinant. Deuxièmement, on voit bien que de la part de notre système, en tout cas même système administratif, nous n'avons pas les moyens aujourd'hui d'accueillir tout l'asile parce qu'on n'a pas assez de personnes dans les préfectures. Non. Et en fait, et c'est pour ça, et je ne veux pas faire de débat sur l'immigration ici, c'est que en fait la réalité c'est que comme les préfectures sont submergées par des immigrations qui n'ont rien à voir parfois avec le droit d'asile, eh bien ces personnes-là ne peuvent pas être accueillies correctement. On met 1 an, 2 ans pour pouvoir traiter leur situation et ils se retrouvent dans des situations clandestines. Alors que eux, ils auraient le droit vraiment à avoir des asiles. Et je pense que ce serait l'honneur de l'Occident et surtout de la France de les accueillir correctement, comme c'est le cas avec les chrétiens d'Orient dont on ne parle jamais alors qu'ils sont massacrés en permanence. Bref, voilà des gens qui méritent eux vraiment le droit d'asile. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci à vous. Tout de suite, André Berkoff. Très bonne journée sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.